Bonjour et bienvenue. Mon nom est Judith Picard, je serai l'animatrice de cette entrevue qui a pour but de faire découvrir l'UDM, la faculté de médecine et plus particulièrement l'école d'orthophonie et d'audiologie. Avant de débuter, je dois vous partager quelques consignes. Votre micro et votre caméra seront fermés pour toute la durée de l'entrevue. Cette activité est d'une durée de 15 à 20 minutes. Je vous encourage à utiliser la section Q&R ou Q&A au bas de la fenêtre pour poser des questions. Une personne vous répondra par écrit. Aujourd'hui, nous rencontrons une étudiante, une diplômée et un professeur de l'école d'orthophonie et d'audiologie. Chers invités, merci d'être là. Je vous laisse vous présenter à tour de rôle en débutant par Alexandra, si vous voulez bien. Bonjour, je m'appelle Alexandra. Je suis étudiante à la deuxième année à la maîtrise professionnelle en orthophonie à l'UDM. Je suis présidente de l'association étudiante et je proviens du baccalauréat en neurosciences cognitives. Bonjour, donc moi je m'appelle Elisabeth Plante, donc je suis audiologiste diplômée qui a récemment diplômé de la maîtrise en audiologie en septembre. Donc je travaille maintenant depuis septembre dans des cliniques privées et publiques à l'hôpital. Donc j'ai fait un baccalauréat en sciences biomédicales avant de faire la maîtrise en audiologie. Je suis Benoît Jutras, je suis professeur à l'école d'orthophonie et d'audiologie et plus spécifiquement professeur titulaire en audiologie. Merci à vous trois. Ma première question est pour Alexandra. Qu'est-ce qui vous a attiré à l'Université de Montréal et qu'est-ce qui vous a incité à poursuivre à la maîtrise? Oui, donc pour la première question, on sait que Montréal, il y a quand même un gros pôle de recherche dans le domaine. Puis au niveau des milieux de pratique et d'enseignement, c'était assez riche. Donc ça, c'est une des choses qui m'a attirée, surtout pour le programme clinique d'orthophonie. Et comme c'était un nouveau programme aussi, je trouvais ça intéressant, même si c'était risqué de m'y lancer. Je ne suis pas déçue. Et sinon, qu'est-ce qui m'a incité à faire une maîtrise? C'était vraiment le domaine de la communication. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce beau projet. Très bien. Monsieur Jutras, quelles sont les qualités et compétences requises pour réussir dans vos programmes d'études et plus particulièrement à l'école d'audiologie? Ça en prend plusieurs habiletés et compétences, mais avant de les nommer, je dirais qu'à l'école, on a 4 programmes. On a 2 programmes de maîtrise professionnelle, une maîtrise professionnelle en audiologie et une maîtrise professionnelle en orthophonie. Et on a 2 programmes en recherche, donc une maîtrise de recherche et un doctorat de recherche en sciences de l'orthophonie et de l'audiologie. Donc, si on revient au programme de maîtrise professionnelle, c'est un programme qui compte 80 crédits. Ce qui veut dire que normalement, un programme de maîtrise, c'est à peu près 45 crédits. Dans ce cas-ci, c'est 80 crédits, ce qui veut dire que ça demande c'est quand même un programme exigeant. Donc, pour l'étudiant qui est dans ce programme-là, ça prend une capacité d'intégration rapide de l'information. Ça prend aussi une bonne capacité de gestion du temps parce qu'il y a beaucoup de rencontres entre les étudiants, des rencontres d'équipe, etc. Ce que je dirais aussi, c'est que les 2 programmes de maîtrise professionnelle, c'est des programmes l'enseignement se fait une approche par compétence. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'occasions d'apprentissage qui sont offertes aux étudiants, mais les étudiants sont appelés à devenir de plus en plus autonomes à travers ce programme-là. Il y a aussi les programmes, dans le programme de maîtrise professionnelle, si les étudiants ont déjà des aptitudes parce qu'ils veulent aller dans un programme de sciences de la santé, mais pour aller dans un programme de sciences de la santé, il faut aimer aider les gens. Et aimer aider les gens, mais c'est avoir des compétences, tant mieux si l'étudiant l'a déjà en entrant, des compétences d'empathie, de communication, de collaboration et donc de professionnalisme aussi, un savoir agir avec les gens. Donc ça fait partie des attitudes ou des compétences attendues des étudiants qui entrent dans le programme. Très bien.
Ma prochaine question est pour Élisabeth. Est-ce que le fait d'avoir une maîtrise est un avantage dans le marché du travail? Et pouvez-vous nous décrire un peu votre milieu de travail? Oui, dans le fond, ce qu'il faut savoir, là, qu'est-ce qui est important, c'est que pour être audiologiste, c'est primordial, il faut avoir une maîtrise pour travailler comme audiologiste au Québec. Donc, ça, c'est le minimum. On peut aussi aller chercher un doctorat. Fait que, tu sais, ça, c'est facultatif. Mais qu'est-ce qui est bon aussi, par exemple, le fait d'avoir une maîtrise quand on travaille dans le public, avec les patients et tout, bien, c'est sûr que ça nous rend encore plus important, puis les patients sont toujours contents de savoir qu'on a une maîtrise parce que ça augmente un peu notre niveau de compétences, puis ils sont en confiance. Sinon, pour ce qui est de notre milieu de travail, c'est sûr, en audiologie, on a besoin d'une cabine comme ça. Donc, c'est une cabine insonorisée. Donc, on met le patient, tous les bureaux, c'est un bureau comme ça, je m'installe, on a le patient, je l'accueille, on va faire le test dans la cabine. Tous les audiologistes ont besoin de cette cabine-là pour faire. Il y en a des différentes grosseurs. Puis, on fait le test d'audition. Fait que, ça ressemble vraiment à ça. Pas mal tous les milieux, privés, publics. Ça dépend. Il y a aussi avec collaboration audioprothésiste, si on est plus au privé. Puis si on est au public, c'est avec beaucoup de collaboration de médecins ORL avec les problèmes d'otite et de complications de l'oreille moyenne. Fait que, ça ressemble vraiment à ça, niveau là, de milieu de travail. Très bien. Alexandra, pouvez-vous nous dire quelle est la principale différence entre un programme de premier cycle et de cycle supérieur? Oui, bien, pour mon expérience personnelle, j'arrivais d'un programme qui était assez compétitif, qui était beaucoup basé sur l'apprentissage du par cœur, dans le but de poursuivre dans des programmes qui étaient plus contingentés au deuxième cycle. Mais une fois rendu à la maîtrise, spécifiquement en orthophonie, il y a vraiment comme un changement de mentalité. Donc, c'est un programme qui est vraiment basé sur les compétences, comme Benoît l'a mentionné. Donc, c'est plus notre savoir-être, notre savoir-faire qu'on met de l'avant, ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant. On doit aussi beaucoup apprendre sur soi, on doit être autonome, beaucoup s'adapter. Puis, comme notre formation, c'est ce qui nous sert d'outil principal pour pratiquer par la suite, il y a comme un changement aussi de mentalité sur notre vision de notre formation et de la théorie qu'on acquiert. Puis, c'est beaucoup basé sur nos expériences personnelles, donc notre savoir individuel, on met vraiment à profit tout ce que chacun et chacune savent pour notre formation, en fait. Très bien, très bien. Monsieur Jutras, pouvez-vous nous parler un peu des possibilités de financement pour les étudiants dans votre école? Et aussi, pouvez-vous nous dire si les étudiants peuvent travailler en même temps qu'ils étudient? Je vais répondre à la deuxième question avant la première. Donc, la deuxième question, est-ce que les étudiants peuvent travailler pendant qu'ils étudient? Ce que je vous ai nommé tantôt, c'est des programmes de maîtrise professionnelle de 80 crédits exigeants, ce qui veut dire que ça réduit beaucoup le temps disponible pour travailler durant le programme qui dure 2 ans, puis c'est sur 6 trimestres consécutifs. Donc, ça réduit vraiment le temps pour travailler à l'extérieur. Donc, les possibilités sont minces, disons. Il y a peu d'étudiants qui le font. Pour ce qui est du financement, le financement, il existe, il y a des étudiants qui ont des stages à faire durant leur parcours. Entre autres, il y a des stages qui se font à la clinique universitaire parce que nous avons en audiologie ou en orthophonie, on a une clinique universitaire où les étudiants, durant leur parcours, font des stages, de courts stages ou des plus longs stages à la clinique universitaire. Et parfois, c'est avant d'aller dans les milieux externes. Mais ils ont aussi dans leur parcours à faire des stages à l'extérieur, mais parfois c'est en région et ça entraîne des dépenses supplémentaires. Et pour les étudiants en orthophonie, dans leur parcours, à la fin du parcours, que ce soit en orthophonie ou en audiologie, il y a un externat à faire de 50 jours. Donc, l'externat, c'est un stage de 50 jours qui se fait à l'extérieur, soit à la clinique universitaire ou à l'extérieur. Et les étudiants en orthophonie, il existe un programme gouvernemental qui offre une bourse aux étudiants en orthophonie pour justement le stage de fin de parcours qui est l'externat. Et ça va jusqu'à 2 600 $ pour
cette bourse-là. Donc, ça, c'est en fin de parcours. Pour les étudiants en audiologie, ça n'existe pas pour une raison obscure, mais ça n'existe pas. Donc, l'École d'orthophonie et d'audiologie a pris l'initiative d'offrir aux étudiants qui veulent aller faire un stage à l'extérieur de la région de Montréal, en région, d'offrir une bourse qui pourrait aller jusqu'à 2 500 $ selon les dépenses qui sont entraînées. Donc, ça, c'est nouveau depuis cette année. Donc, il y a ce genre d'aide qui existe pour les étudiants qui sont à la maîtrise professionnelle en audiologie ou en orthophonie. Si on regarde maintenant le programme de maîtrise et de doctorat de recherche, il y a aussi à l'école 3 programmes qui existent, des programmes de bourse qui existent. Et ces programmes de bourse-là, il y en a un, c'est pour le recrutement d'étudiants. Donc, dès le premier trimestre, les étudiants peuvent faire une demande de bourse de recrutement. Le deuxième, c'est une bourse de soutien. Les étudiants qui, durant leur parcours de façon financière, en arrache, pourraient faire une demande de financement. Et il y a le troisième qui est pour soutenir les étudiants qui font de la recherche dans leur projet de recherche, s'ils veulent avoir un petit financement pour soit payer les participants à leur recherche ou pour acheter peut-être une petite pièce d'équipement, il y a aussi une demande qu'ils peuvent déposer pour avoir ce genre de financement-là. Mais il faut dire que le financement, ce n'est pas de l'ordre de 50 000 ou 60 000, mais ce sont de petites bourses, mais qui peuvent quand même aider les étudiants dans leur parcours. Effectivement, effectivement. Élisabeth, que deviennent vos collègues, les personnes qui ont étudié en même temps que vous? Et est-ce que certains ont poursuivi au doctorat? Oui, dans le fond, moi, dans ma cohorte, on est beaucoup allé sur le marché du travail. On était une petite cohorte, donc la majorité ont été sur le marché du travail. Il y en a une qui a continué le cheminement au doctorat. Puis elle combine avec une journée de clinique à l'hôpital à Sainte-Justine une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, une journée par semaine environ. Fait que ça y garde un pied dans la pratique clinique. Puis elle continue au doctorat. Donc, la majorité, sinon, s'en vont, comme moi, dans des milieux privés. Ça, il y en a quand même beaucoup, la majorité. Des postes publics, c'est juste qu'il y en a moins, mais il y en a. J'ai un de mes amis qui est parti à Québec faire en implant cochléaire, donc vraiment plus spécialisé dans les hôpitaux. Donc, super intéressant. J'ai aussi des personnes de ma cohorte qui ont été en réadaptation. Donc, il faut savoir, au public, il y a l'hôpital, plus évaluation, puis il y a la réadaptation qui se fait dans les centres de réadaptation. Donc, ça aussi, il y a beaucoup d'ouverture à Trois-Rivières, Rive-Sud de Montréal. Je sais qu'il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de postes. Donc, il y a de mes amis qui sont partis là-bas. Puis sinon, c'est ça, comme j'ai dit, beaucoup qui sont dans le milieu privé comme moi, qui font plus là, au niveau évaluation. On a tout le temps aussi le côté vestibulaire en audiologie qui est super important puis qui est en train de se développer de plus en plus. Donc, je sais, il y a une clinique qui est plus clinique privée à Montréal qui est plus spécialisée là, au niveau vestibulaire. Donc, j'ai une de mes amies qui est partie là-bas puis a fait beaucoup plus de vestibulaire. Puis, celle qui est au doctorat, c'est principalement le vestibulaire qu'elle veut essayer de développer. Donc, c'est une belle voie aussi là, à continuer de développer là, dans le domaine en audiologie. Donc, c'est super varié, beaucoup de domaines là, en audiologie. On peut aller travailler plus spécifiquement dans ce qu'on veut, là. Puis différentes clientèles également, tu sais, celle qui est à l'hôpital à Sainte-Justine, elle est spécialisée en enfants. Donc, c'est super intéressant là, d'aller voir tous les domaines qui existent en audiologie. Très intéressant. Donc, les milieux où vous déployez votre expertise sont très variés. C'est ce que je comprends. Oui. Très bien. Alexandra, pouvez-vous nous dire, avez-vous un directeur de recherche et comment l'avez-vous trouvé? Oui, j'ai une directrice de recherche. Ce qu'il faut savoir avec la maîtrise professionnelle en orthophonie, c'est qu'il y a 2 axes. Il peut y avoir un cheminement avec rapport de stage ou un cheminement avec travail dirigé. Donc, moi, j'ai penché plus pour le volet recherche. Avant la première session de la maîtrise, donc elle se divise en 6 sessions, mais avant la première session, il y a une rencontre dans laquelle il y a plusieurs enseignants-enseignantes
avec leur expertise, avec des projets de recherche ou non, qui présentent leur expertise puis qui présentent un peu le domaine qu'elles étudient. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ma directrice de recherche. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le milieu adulte et hospitalier. Donc, j'ai vraiment eu un clic avec ma directrice pour ce côté-là. Très bien. C'est effectivement très important d'avoir une connexion et d'avoir un lien sur l'expertise de son directeur. Monsieur Jutras, quelle est la valeur ajoutée d'avoir des étudiants qui viennent de partout dans le monde et est-ce que votre faculté et votre école offrent un accompagnement aux étudiants internationaux ou non francophones? Ce que je dirais là-dessus, c'est qu'on aime bien accueillir des étudiants qui proviennent de l'international. Et pour nous, c'est enrichissant, mais c'est aussi enrichissant pour les étudiants qui viennent dans nos programmes parce qu'ils voient les façons de faire, les façons d'être et les façons de faire dans nos programmes actuellement. Mais il y a un mais. Ce que je dirais, c'est dans les exigences d'admissibilité dans nos programmes, que ce soit les programmes professionnels ou les programmes de recherche, il y a quand même la langue qui est importante et il y a une exigence par rapport à ça. Donc, les candidats dont la langue maternelle n'est pas le français, on leur exige de passer un test de français pour être admissible dans les programmes. Donc, ça limite quand même parce que c'est ça, c'est un programme basé sur la communication humaine et on sait très bien que nos programmes, le langage est quand même important. Et je dirais en audiologie, mais d'autant plus en orthophonie, qui travaillent, c'est leur outil de travail. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette exigence-là de la langue dans nos programmes. Mais on est très heureux d'accueillir des étudiants à l'étranger qui remplissent ces exigences. Très bien, très bien. Élisabeth, en démarrant vos études, est-ce que vous aviez une idée claire d'où vous seriez aujourd'hui? Non, pas du tout. Là, ça change avec tous les stages qu'on fait. On apprend vraiment beaucoup. Initialement, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants, que les enfants. Donc, quand je m'en allais en audiologie, je pensais faire la pédiatrique niveau hospitalier. Finalement, avec les stages, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la variété. Fait que, tu sais, j'aimais autant vers des enfants, mais aussi les personnes âgées, aussi des personnes, l'âge de qu'à la tranche 40-50 ans, il y en a beaucoup qui commencent à avoir des problèmes auditifs et qui consultent. Donc, ce que je trouve, c'est ça, j'aime vraiment la variété là, de clientèle. C'est ça que j'aime le plus, de faire dans ma journée. Je trouve que là, il n'y a aucun patient qui se ressemble à l'intérieur de ma journée. Fait que c'est ça, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, je me retrouve à faire du privé, du public, donc vraiment un peu de tout. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Au privé, j'ai plus de flexibilité, c'est moi qui gère plus mon horaire. Au public, je fais du remplacement, donc c'est super facile pour moi de compléter les deux. Donc, on dirait que j'aime, pour l'instant, tu sais, comme je débute, ben, j'apprends un peu les deux milieux, j'apprends à me familiariser avec tout ça. Fait que je trouve que c'est vraiment l'idéal, mais tu sais, la vision que j'avais de moi, c'était pédiatrique, milieu hospitalier à 100%, puis finalement, c'est pas ça du tout que je fais un peu de tout, mais c'est ça, c'est comme ça que je trouve que j'apprends le plus aussi, fait qu'à long terme, je trouve que c'est bénéfique pour moi, mais c'est ça que j'aime faire, fait que c'est ça le plus important. Effectivement, très intéressant. Merci beaucoup à vous trois, Alexandra, Élisabeth, Benoît. Je sais que vous êtes très occupés. Merci d'avoir pris un peu de temps dans votre journée pour venir nous rejoindre dans cette séance d'information. Toutes les informations seront accessibles plus facilement et en rediffusion sur plusieurs sites, notamment le site de l'admission.umontréal.ca, site sur lequel vous pouvez également avoir de l'information sur tous les programmes d'études. Je vous invite également à nous suivre sur Instagram, @umontréal.futurétudiant, où plusieurs étudiants ambassadeurs de différents programmes d'études vous partagent leur expérience de l'UDM. Alors sur ce, je vous dis merci, à bientôt, au revoir.